Salut à tous, alors aujourd'hui encore une vidéo avec DS puisqu'ils m'ont prêté un DS3 Crossback pour me faire changer d'avis. Bon, vous savez que ça fait des mois que je le critique ce véhicule parce que il y a plein de trucs qui me plaisent pas dessus, que ce soit esthétique ou que ce soit au niveau de l'ergonomie. Si vous avez un petit peu suivi les vidéos, vous savez qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. Et du coup DS voulait me faire changer d'avis. Ils m'ont prêté celui-ci qui est un DS3 Crossback en Performance Line avec le THP 155 chevaux. Donc en gros c'est une version pratiquement toute option avec le plus gros moteur de la gamme. C'est la boîte automatique 8 rapports. Donc c'est un très beau véhicule qui est peut-être un peu cher à mon goût puisque celui-ci doit être aux alentours de 40 000 € quand même, équipé comme celui-là. Bon, par contre voilà, comme je le disais, il est pratiquement full option. On va aller voir ça. Alors spécifiquement sur le Performance Line, on a les petits logos qui sont différents. On a toutes ces parties là qui normalement sont en chrome. Ici c'est du noir mat. On a les centres de roues qui sont rouges. Le petit logo DS Performance Line encore ici. Cette partie là qui est également en chrome sur la version normale qui est ici en noir mat. Donc sur cette couleur qui est le or impérial, ça a de la gueule quand même, hein. Comme je le disais, on est sur une version full option. Donc là on a les feux Matrix LED qui permettent de rester en plein phare à chaque instant. Et en gros elle va simplement éteindre les LED qu'il faut pour pas éclairer les gens qui sont... pour pas éblouir, excusez-moi, les gens qui sont en face de nous. Donc ça c'est assez pratique. On passera sur les options intérieures juste après. Mais d'abord je voudrais reparler un petit peu du design extérieur. Parce que dans cette version Performance Line, elle est quand même plutôt jolie. Alors il y a toujours des trucs qui me dérangent. J'ai toujours un peu de mal avec ces phares. Ce qui va me déranger aussi, c'est tout le profil. Alors je sais que les designers chez DS nous expliquent que les proportions sont vraiment parfaites à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 défauts. Par contre là où ça marche, c'est vraiment le 3 quarts arrière. Si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai posté sur Instagram, j'ai posté vraiment une photo où on voit vraiment que ce 3 quarts arrière et ça marche vraiment bien. Je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Les pots sont énormes, mais ça permet de donner cet effet un petit peu performance au véhicule. Autre petite option sympa que DS nous survend à chaque instant, c'est les poignées qui viennent sortir dès qu'ils détectent votre présence. Parce qu'en fait j'ai les clés dans la poche, ce qui fait que les poignées viennent sortir de la portière, ce qui nous permet d'entrer dans le véhicule. Et à l'intérieur, on découvre énormément d'Alcantara. On se croirait un petit peu dans le Caïman. Et ils ont été assez intelligents chez DS puisqu'ils m'ont filé une version sans siège cuir. Donc je peux pas râler sur la qualité du cuir qui s'affaisse sur les côtés parce que là, les sièges tissus semblent tenir plutôt bien le coup. Bon, c'est dommage parce qu'ils sont quand même beaucoup moins sympas que les sièges en bracelet de montre comme on a sur une Opéra par exemple. Alors au niveau des équipements intérieurs, on se retrouve avec un tout petit écran ici. Bon, finalement à l'utilisation ça suffit, mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, si vous avez déjà roulé une Audi A3 par exemple, l'écran va vous paraître vraiment minuscule. Ensuite on a le petit heads-up display au-dessus. Alors malheureusement il est sur une plaquette de plastique en fait, ce qui fait que ça se diffuse pas directement sur le pare-brise. C'est dommage. Quand on a l'habitude, par exemple dans le X3, je l'ai directement sur le pare-brise. C'est dommage d'avoir sur une petite plaquette de plastique. On a un énorme écran au centre. Celui-ci est tactile. Par contre, il paraît ultra large. Un petit peu comme la critique que j'avais fait dans la 208. On a deux grosses parties qui ne servent pas à grand chose sur le côté. C'est-à-dire que on peut changer à chaque fois la fonction. Là, par exemple, on entre dans la navigation. Vous voyez, l'écran va s'arrêter ici. On peut rentrer sur les trucs de clim. On peut rentrer sur la musique. Même sur Apple CarPlay, on va se rendre compte que ça s'arrête vraiment à chaque fois ici. Autre gros souci, on a une température de chaque côté de l'écran. On pourrait croire qu'on a une clim bizone. Pas du tout. Que je clique n'importe où, on se retrouve à un endroit où on n'a qu'une seule température et quand je retourne après, on se retrouve avec la même température de chaque côté. Donc c'est pas du tout une bizone. Je me suis renseigné et effectivement, c'est du monozone. C'est assez décevant. D'autres petits trucs assez décevants à l'intérieur. Ici on a des boutons vides, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est dommage. Ça aurait été intéressant de s'en servir pour quelque chose parce que là ça fait vraiment bizarre.
J'imagine même pas quand on n'a pas les sièges chauffants et que du coup ces boutons doivent être vides également. Ça doit être assez étrange. Alors j'ai été voir sur le configurateur de DS pour voir un petit peu à quoi ressemblerait le véhicule sans les sièges chauffants. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une version où il y avait absolument aucun bouton de raccourci. Parce que si on prend pas l'écran tactile, on se retrouve avec un écran non tactile monochrome avec des gros boutons en fait. D'un côté pour la clim, de l'autre côté pour la radio. On se croirait presque dans un de mes fameux Photoshop où je fais des versions ultra low cost des voitures. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait la 911 et plus récemment j'avais fait la Clio 5. Et on se croirait vraiment là-dessus en fait. C'est impressionnant à quel point la version à 23 500 €, il n'y a rien dedans quoi. On a quand même le compteur à écran parce que je pense que la voiture a été conçue comme ça et qu'ils ne peuvent pas l'enlever. Par contre, on n'a vraiment rien d'autre quoi. En gros, pour avoir une version correcte, on est obligé de mettre au minimum 30-35 000 € je pense dans un DS3 Crossback. Je vous rappelle que ma version était à 40 000 €. Bon, autre chose qui va me gêner à ce niveau de prix et à ce niveau de gamme, bon, la clé est assez jolie, mais par contre quand on vient ouvrir le coffre, eh ben, il n'est pas électrique. Alors c'est un petit détail peut-être, mais moi c'est assez important parce que j'ai l'habitude sur ce genre de SUV d'avoir un coffre électrique et là je trouve ça assez dommage. D'ailleurs il faut le claquer très fort parce que sinon il se ferme pas. Autre petit souci, là à votre avis comment on fait pour ouvrir le coffre? On pourrait croire que c'est sur le logo, c'est quelque part en dessous. Eh ben non, en fait pour ouvrir le coffre c'est ici, près de la plaque d'immatriculation. En fait on va avoir un bouton. Le problème de ça, c'est que c'est un endroit qui se salit très vite. Et du coup, on va se salir les mains bêtement en ouvrant le coffre à chaque fois. Il n'y a pas de coup de on passe le pied ou quelque chose. Ça ne fonctionne pas, on n'a pas cette option sur ce véhicule. Ce qui est extrêmement plaisant par contre sur cette version, c'est que elle a ce qu'on pourrait appeler une sorte de conduite autonome. Alors j'aime pas appeler comme ça, on va plutôt appeler ça un système de maintien de ligne qui permet en gros de centrer la voiture au centre de votre voie de circulation et couplé à un cruise control adaptatif, ça permet vraiment de laisser la voiture faire un petit peu la route par elle-même et c'est extrêmement plaisant. Moi c'est l'option que je préfère sur cette voiture vraiment. Pour le système de maintien de ligne, on a ce petit écran qui nous permet de voir dans quel état il est. Par exemple là si je l'active, là j'ai mon régulateur qui est à 130 et le maintien de ligne qui est activé. Donc je n'ai plus les pieds sur les pédales, je garde quand même une main sur le volant parce que même si la voiture prend la bonne trajectoire quelque part, il est important de garder quand même une main sur le volant histoire d'avoir un peu plus de sécurité si vous voulez. Il y en a beaucoup trop qui pensent qu'on peut simplement lâcher le volant quand on est en mode autonome. C'est Tesla qui vend son autopilote un petit peu comme ça, comme quoi on peut vraiment lâcher le volant. Ce n'est pas le cas, que ce soit une Tesla ou que ce soit une DS3 Crossback, on est sur un niveau 2, c'est-à-dire qu'elle peut perdre le contrôle entre guillemets à chaque instant. Donc on garde les yeux sur la route et on garde une main sur le volant pour reprendre en cas de souci. C'est vraiment important. Par contre, si on parle du maintien de ligne, je suis obligé de faire une petite remarque parce qu'il y a quelque chose qui me déplaît assez, c'est qu'elle se met un petit peu comme elle veut sur la ligne et j'aurais préféré que avec le volant ou quelque chose, peut-être un bouton quelque part, qui nous permette de la décaler légèrement à droite ou légèrement à gauche selon la situation, parce que parfois je la trouve un petit peu trop proche de la barrière de sécurité et je préférerais lui dire de se mettre un petit peu plus au centre de la voie, ou parfois dans les bouchons par exemple elle va être un peu trop à droite et c'est dommage parce que ça permet pas aux motards de passer. Par exemple quand on est sur le périphérique parisien, je préférais lui dire ok colle-toi complètement à gauche, comme ça on laisse passer les motos. Ça elle ne me permet pas de le faire, elle va se recentrer à chaque fois sur la voie, c'est dommage, c'est un petit truc en plus qui aurait été pas mal. Je voulais quand même vous montrer, parce qu'il y a une petite astuce sur la caméra de recul. On a une vue bird's eye view, comme on appelle ça, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe autour de la voiture. Comme vous pouvez le voir, ici c'est grisé tout autour, parce qu'en fait il n'y a qu'une seule caméra sur cette voiture, il n'y a que la caméra arrière. Pourtant ils ont une façon, une petite technique assez intelligente pour quand même nous faire un bird's eye, c'est-à-dire que si jamais je recule, eh ben, il garde en mémoire à quoi ressemble la route, ce qui lui permet en gros de venir quand même créer quelque chose de cohérent. Moi je trouve ça assez intelligent parce que ça permet quand même d'avoir quelque chose quoi, avec une seule caméra. Ça nous permet de nous centrer correctement sur les lignes.
Bon, ici on voit que je suis pas du tout centré, mais si jamais je voulais réellement me garer, ça me permettrait de me garer correctement. Alors dans le nom de cette DS3 Crossback, il y a performance, parce que c'est une DS Performance Line. Oubliez tout de suite, parce que c'est juste une sorte de pack d'options qui fait que elle a l'air un peu plus sportive, mais elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que, bon, ok, elle a 155 chevaux, donc on les sent quand même. Il y a un mode sport, ça avance un peu, voilà, ça fait un peu de bruit. D'ailleurs, le bruit est assez plaisant. Je me pose la question si c'est pas retransmis directement par les enceintes, parce que le son est quelque part trop bon par rapport à la voiture. Alors c'est assez plaisant, je veux dire, c'est gratifiant quelque part d'avoir une voiture qui fait ce bruit, mais ça fait un peu faux quand même. Autre chose, le train avant ne tient pas du tout. C'est-à-dire que j'ai essayé un petit peu de la conduire de façon sportive. Je me suis dit c'est une performance DS Line, on peut tenter le coup. En plus c'est un THP 155 comme je le disais, donc on peut peut-être essayer de la brusquer un peu. Eh ben il faut pas parce que le train avant il tient pas. Clairement, bon après j'ai l'habitude de rouler des propulsions ou même des 4 roues motrices. Celle-ci ça va être une traction, donc forcément elle va avoir tendance à lâcher avant. Mais je m'attendais pas à ce point. C'est aussi le fait qu'elle soit rehaussée, c'est le fait que ce soit un SUV. Ça aurait été sympa dans le pack DS Performance, DS Performance Line. Le line est important parce que du coup c'est vraiment juste une ligne esthétique. Ça aurait été intéressant d'ajouter un châssis, quoi, d'ajouter une préparation au niveau des suspensions, comme le fait par exemple Audi sur ses S-Line, où on a un châssis un peu plus dur. Bon, vous allez dire que je râle beaucoup, mais un autre truc que je trouve qui manque et j'aurais vraiment aimé, c'est un toit panoramique. Et c'est pas ma version qui en est pas équipée, ce n'est juste pas disponible sur ce véhicule. C'est dommage. Les gens qui achètent du premium, c'est le genre de truc qu'ils aiment bien. Je sais très bien que c'est le genre de petites options sur une Mini par exemple. On va adorer avoir le toit panoramique. C'est dommage, ici on l'a pas. Autre petit truc qu'on va retrouver sur une Mini qu'on n'aura pas ici, c'est par exemple tous les petits éclairages. Ça fait haut de gamme, ça fait sympa. Je veux dire, quand on regarde sur une classe A par exemple, on a plein de petits éclairages, des petites lignes de LED un petit peu partout. Alors, ça sert à rien, mais je sais que les clients premium aiment ce genre de petits gadgets, ce genre de petites touches en plus. Bon, j'ai pas mal critiqué cette voiture dans cette vidéo et je l'ai pas mal critiqué dans d'autres vidéos avant cela. Mais en réalité, je me rends compte que je me suis un petit peu attaché à cette voiture parce que, elle laisse pas indifférent. Ok, elle a un design qui est assez osé, on va dire. C'est assez incongru, on s'y attend pas forcément quand on la voit. J'aurais préféré un avant dessiné différemment, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de l'avant. L'arrière est très joli, j'aime bien. Et encore une fois, le profil, je pense qu'il aurait pu être plus réussi. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire de façon à donner quelque chose de plus sympa. D'ailleurs, je vous invite à regarder, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la regarder, je vous mettrai le lien quelque part dans une fiche, quelque chose. Bon, ce qui est plaisant aussi, c'est que, comme je le disais, ce véhicule ne laisse pas indifférent. Mais je parle pas que de moi, je parle aussi des gens qui m'entourent, c'est-à-dire que je l'ai montré à pas mal de personnes. À chaque fois, les gens étaient surpris de voir ça, parce que autant quand on voit une nouvelle Golf dans la rue, les gens ne s'en rendent pas compte. Autant celle-ci, elle a un design tellement différent que les gens se demandent ce que c'est. Par exemple, j'étais sur le parking d'une aire de repos tout à l'heure. Je suis retourné à la voiture, il y avait des gens autour et qui se demandaient ce que c'était. Et donc j'ai dû leur expliquer un petit peu que c'était un DS3 Crossback, que c'était pas encore disponible pour les clients, qu'on pouvait le commander, mais que ça n'avait pas encore été livré et que c'était pour ça qu'ils n'avaient pas encore vu des comme ça, mais que bon, bientôt ils allaient en voir sur les routes. Et c'était assez marrant parce que les gens étaient surpris. Ils disaient ah ouais d'accord, c'est pour ça que ça ce côté un peu futuriste. Et bah ouais, peut-être qu'il y a un côté futuriste effectivement. C'est peut-être ça, mais en tout cas, moi j'aime rouler ce véhicule parce que du coup on roule pas une énième voiture que l'on voit partout sur la route. Elle laisse pas indifférente et je trouve ça cool. Alors je sais pas combien de temps ça va durer parce que au bout d'un moment des DS3 Crossback il va y en avoir quelques-uns et ça va passer beaucoup plus inaperçu. Mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment plaisant. Et donc nous voilà arrivés chez DS World. Bon, c'est Paris donc il y a un petit peu de bruit. Alors je vous propose plutôt de faire le compte rendu chez moi, donc on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà de retour à la maison. Alors
Pour conclure, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que DS a réussi à me faire changer d'avis en me prêtant cette voiture? Alors, oui et non. Oui, parce que le fait de la conduire, ça apporte forcément une vision un petit peu différente des choses. Je veux dire, sur autoroute, elle roule bien, elle est très confortable. Paradoxalement, en ville, son terrain de jeu de prédilection, normalement, je la trouve pas ouf parce que au niveau de la boîte automatique, parfois, à très petit régime, elle hoquette un petit peu, des choses auxquelles je suis pas du tout habitué dans le X3 ou dans mon Cayman GTS par exemple, donc c'est des choses qui sont un petit peu dérangeantes. Cela dit, en utilisation quotidienne, elle est vraiment super agréable, elle est confortable, elle est équipée de façon à ce qu'elle soit agréable à utiliser. On se sent vraiment ancré en 2019. On a, comme je disais dans la vidéo, le maintien de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif, on a les LED, on a les Matrix LED, on va avoir Apple CarPlay, on va avoir Android Auto. C'est toutes des petites choses qui font qu'on se sent vraiment ancré dans une voiture d'aujourd'hui. Après, comme je le disais, on a plein de manques, hein, la clim bizone qui est aux abonnés absents, le haillon électrique, je trouve que c'est des aberrations. Après, je voulais également préciser que dans cette vidéo, je donne mon avis personnel. C'est-à-dire que c'est pas un test, si vous voulez. On n'est pas sur Automoto, on n'est pas sur, tu vois. C'est vraiment mon avis personnel et il faut le prendre tel quel. Là où j'ai pas changé d'avis, c'est que au niveau design, il y a des choses qui vont pas. J'en avais parlé avec Thierry Métros dans une vidéo précédente, vous pourrez aller voir. J'avais traité ça également dans une autre vidéo qui est sortie il y a 7 ou 8 mois quand le DS3 nous a été présenté. Il y a des choses qui vont pas, il y a en gros des choses dans le design que je trouve auraient pu être mieux traité, mieux imaginé. On s'en est encore rendu compte pendant les 3 jours où j'avais le véhicule, que clairement dans certains angles ça marche, dans d'autres angles ça marche plus du tout. Par exemple le véhicule, si on regarde de pleine face, bah, je suis désolé, il est pas beau quoi. Il y a plein de choses qui vont pas. Par contre si on regarde de 3 quarts arrière, là on a un véhicule qui est très joli. Donc on sent que ça aurait pu être plus travaillé, je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin encore. Donc en définitive, moi personnellement j'ai apprécié ces 3 jours avec ce véhicule, surtout en version Performance Line où ça cache un petit peu les défauts esthétiques que j'avais repérés dans une ancienne vidéo. Quoi qu'il en soit, dans la gamme DS, moi je préférerais toujours le DS7, surtout qu'il y a une version e-Tense qui va bientôt sortir, une version de 300 chevaux, donc là ça va vraiment commencer à parler. On verra ça quand il sera sorti. En attendant, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.